Pourquoi, alors que l'Afrique semblait condamnée à dépendre de l'extérieur, gère-t-elle soudainement près de 1000 milliards de dollars d'actifs à domicile, à l'abri des regards? Cette question dérange, mais elle est cruciale. Pendant des décennies, la richesse africaine a filé vers l'étranger. Réserves confiées à des banques occidentales, fonds de pension expatriés, profits envolés avant d'atteindre ceux qui les ont générés. L'aide extérieure paraissait inévitable, presque une loi naturelle. On affirmait que l'Afrique ne pouvait progresser sans capitaux ni expertise venus d'ailleurs. Les grands chantiers étaient dits décidés à Paris, Londres ou New York, pendant que l'épargne des travailleurs du continent restait hors de leur portée, investie à des milliers de kilomètres. Pourtant, en silence, une révolution s'est produite. Sans tambour ni trompette, pour la première fois, près de 1000 milliards de dollars d'actifs africains sont désormais gérés localement, par des institutions africaines, pour des priorités africaines. Un basculement radical, aussi profond qu'invisible pour le reste du monde. Ce chiffre ne résume pas tout. Il incarne la fin d'un modèle où l'Afrique cédait le gouvernail de son avenir financier. Ignorer ce réveil, ce serait accepter que le continent perde à jamais son droit de décider, et que le fruit de son travail continue de nourrir d'autres horizons. Ce bouleversement pose une question essentielle. Comment une telle transformation a-t-elle eu lieu sans provoquer de remous mondiaux? Par quelles étapes l'Afrique s'est-elle, presque sans bruit, réapproprié la maîtrise de son propre capital? Ce changement ne doit rien au hasard. Pour le comprendre, il faut remonter aux failles d'un système où l'Afrique n'avait jamais véritablement la main sur ses richesses. Pendant des décennies, l'argent de l'Afrique disparaissait avant même d'avoir servi ses peuples. Pourquoi? Depuis l'indépendance, une mécanique implacable s'imposait. L'Afrique exportait ses matières premières, mais aussi ses profits, ses économies, même ses réserves nationales. Les minerais, le pétrole, les fonds publics et privés quittaient pas le continent, confiés à des banques et des experts étrangers. Prenons l'exemple du Nigeria, pays riche en pétrole. Pendant des années, la majorité des revenus pétroliers étaient placés dans des banques européennes ou américaines. Les intérêts générés profitaient davantage aux établissements étrangers qu'aux citoyens nigérians. Ce schéma s'observait aussi au Ghana avec l'or ou en Angola avec le diamant. Changer ce modèle semblait impossible. Partout, on affirmait que l'Afrique dépendrait toujours des aides extérieures, que ses projets d'envergure nécessiteraient un financement étranger, et que la gestion des réserves devait rester entre les mains de spécialistes basés à Londres, Paris ou New York. Même dans l'imaginaire collectif, cette dépendance paraissait indéracinable. Les budgets nationaux se construisaient sur l'attente de subventions, de prêts bonifiés, de soutien au développement. Les rares succès étaient attribués à la générosité de bailleurs internationaux, jamais à une force interne ou à une stratégie maison. Mais en 2024 et 2025, l'équilibre mondial a brutalement vacillé. Crises économiques, conflits en Europe et au Proche-Orient, inflation galopante, tensions politiques, les grandes puissances donatrices ont réduit, retardé, parfois annulé leurs programmes d'aide. L'argent ne circulait plus. Le manque s'est installé, insidieux, sans alerte. Pour illustrer, pensons à l'impact de la crise ukrainienne sur l'aide alimentaire. Pendant des années, des pays comme la Somalie et le Soudan dépendaient fortement des importations de blé d'Ukraine et de Russie, subventionnées par des programmes européens. Avec la guerre, les livraisons se sont taries, mettant des millions de personnes en difficulté et forçant les gouvernements africains à trouver des solutions internes. Du jour au lendemain, l'Afrique a affronté une réalité nue. L'aide extérieure, supposée inépuisable, avait disparu. Plus de filets de sécurité, plus de bouées de secours. Il fallait y choisir, risquer la chute sans assistance ou se réinventer, reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir. La tension montait. Les ministères recomptaient vers leurs caisses, suspendaient routes et hôpitaux, la population s'inquiétait. Mais soudain, la question du contrôle local des finances n'était plus un slogan, c'était une urgence vitale. Ce moment a dévoilé un dilemme. Rester prisonnier d'un modèle de dépendance et sombrer dans le chaos, ou transformer la crise en opportunité et bâtir, enfin, une souveraineté monétaire et financière. Mais comment l'Afrique a-t-elle pu enclencher ce basculement historique? Derrière ce bouleversement, des choix décisifs et des acteurs inattendus ont ouvert la voie à une nouvelle ère. Privée de tout soutien extérieur, l'Afrique lève enfin le voile sur ses propres richesses. Le silence de la crise agit comme un révélateur. Au cœur des institutions, des réserves nationales et des fonds de pension publics sommeillent en des capitaux insoupçonnés, accumulés depuis des décennies, jamais mobilisés pour les besoins du continent. Dans les années 2010, une étude du FMI révélait que les fonds de pension africains détenaient plus de 300 milliards de dollars,
mais la majorité de ces fonds étaient investis hors du continent. En Afrique du Sud, le Government Employees Pension Fund, l'un des plus grands fonds d'Afrique, a commencé à réorienter une partie de ses réserves vers des projets locaux, infrastructures, énergie renouvelable et soutien aux PME. Ce tournant n'a rien d'un hasard. Il naît d'un sursaut collectif, d'une conviction nouvelle. La validation étrangère n'est plus nécessaire pour avancer. Dès l'année 2025, des réformes méthodiques s'enclenchent. Dans la discrétion, les mandats des fonds sont transformés, permettant enfin des investissements locaux longtemps jugés hors de portée. Les fonds souverains voient dans leur rôle décuplé, leur audace renouvelée. Prenons l'exemple du fonds souverain du Botswana, le Pula Fund. Créé initialement pour sécuriser les recettes du diamant, il a longtemps placé ses avoirs à l'étranger. Mais face à la nouvelle donne internationale, le gouvernement a décidé d'allouer une partie croissante de ses ressources à des projets nationaux, zones industrielles, agriculture intelligente, soutien au secteur technologique. Dans plusieurs États, on assiste même à la création de nouveaux fonds souverains nationaux. Autrefois réservés aux grandes puissances pétrolières, ces outils deviennent l'épine dorsale d'une stratégie purement africaine. Investir, bâtir, protéger. Cette révolution ne fait pas de bruit. Elle avance pas à pas, loin du tumulte médiatique. Le Sénégal, par exemple, a créé le Fonds souverain d'investissement stratégique, Fonds 6, afin de financer des projets de structurants comme le train express régional de Dakar ou la production locale d'énergie solaire. Le Rwanda, avec son Agasiro Development Fund, a démontré qu'un fonds souverain pouvait aussi mobiliser l'épargne des citoyens ordinaires pour financer la santé et l'éducation. Bientôt, un pouvoir inédit se libère. Près de 1000 milliards de dollars d'actifs passent sous gestion locale, déployés par des institutions africaines, pour des priorités africaines. Ce n'est plus une utopie, mais une réalité tangible. Derrière chaque nouvelle route, chaque hôpital, chaque start-up qui émerge, se devine désormais un financement né du continent, destiné au continent. Mais le risque plane. Si cette transition institutionnelle échoue, les capitaux risquent de fuir à nouveau, relançant le vieux cycle de dépendance. Au contraire, si l'audace paie, un effet boule de neige s'amorce. Plus d'autonomie entraîne plus de crédibilité, et cette crédibilité attire davantage de capitaux domestiques. Prenons exemple sur l'Asie du Sud-Est. Dans les années 80, la Malaisie et Singapour ont décidé de gérer leurs fonds souverains localement. Aujourd'hui, leurs actifs sont parmi les plus rentables du monde et servent à financer l'innovation, la santé, l'éducation. L'Afrique peut s'en inspirer pour transformer chaque franc géré localement en moteur de croissance. Ce pouvoir retrouvé ouvre la voie à une souveraineté économique inédite. Pourtant, un doute persiste. Comment cette confiance soudaine à gérer seul un tel trésor collectif a-t-elle pu naître dans un monde aussi instable ? Pour le comprendre, il faut remonter aux premiers signaux faibles, aux voix qui ont osé défier le statu quo. Rien n'aurait été possible sans la rupture, brutale et inattendue, qui précipita tout le continent dans l'inconnu. Ce n'est pas le courage qui a précédé l'action, mais le choc du silence mondial et l'éveil brutal d'une génération d'experts africains. Quand le monde s'est tu, l'Afrique s'est retrouvée seule face à elle-même, plus d'alibis, plus de filets. La certitude s'est imposée, froide, implacable. Personne ne viendrait plus régler les problèmes du continent à sa place. Depuis plus de 2 années, l'instabilité de l'Occident s'est accentuée, brisant ce qui semblait inébranlable. Simultanément, l'ascension fulgurante de l'Asie rebâtit la carte du pouvoir. L'équilibre mondial vacille, les anciennes puissances reculent. Désormais, l'Afrique navigue dans une mer agitée, sans alliés stables, où chaque nation défend ses propres intérêts, souvent au détriment des plus vulnérables. Au cœur de ce tumulte, l'absence de regard étranger a bouleversé le jeu. Pour la première fois depuis des générations, aucun superviseur international ne fixe les règles, aucun conseiller ne dicte la cadence. Cette liberté nouvelle, gagnée de haute lutte, a libéré les institutions africaines. Elles osent, expérimentent, créent des chemins qui n'appartiennent qu'à elles. L'audace ne s'est pas arrêtée aux portes des ministères. Dans les universités de Londres, de Paris, de New York ou de Shanghai, une vague discrète de jeunes économistes africains s'est formée. 10 années plus tard, ils sont revenus, non pour recopier, mais pour inventer. Leur regard a changé. Gérer localement n'est plus un danger, mais la clé de toute survie. Désormais, la fierté de piloter ses propres actifs n'est plus un luxe, mais une urgence vitale. Quand nul ne viendra plus en renfort, quand aucun manuel étranger ne répond à vos défis, il ne reste qu'une option : prendre le contrôle. Ce n'est pas de l'orgueil, mais l'instinct d'une génération qui refuse la résignation.
Rester prisonnier du complexe d'infériorité, c'est accepter la marginalisation éternelle. Oser la réinvention, c'est briser la dépendance, ouvrir la voie à une souveraineté authentique. L'Afrique n'a pas choisi l'instant, mais elle a accepté le défi, avec ses propres cartes, ses propres règles. Aujourd'hui, l'Afrique ne contrôle encore qu'une fraction minime des réserves mondiales, à peine 1%. Mais ce chiffre que d'aucuns perçoivent comme une faiblesse, n'est-il pas déjà la promesse silencieuse d'un siècle à réinventer? Derrière ces chiffres, une réalité nouvelle s'installe. Les premiers signes concrets de cette souveraineté émergente commencent déjà à transformer le quotidien. Prenons l'exemple du Maroc, qui a lancé un vaste programme d'investissement dans les énergies renouvelables, financé en partie par des fonds nationaux. La centrale solaire Nour, à Ouarzazate, est aujourd'hui l'une des plus grandes du monde, créant des milliers d'emplois locaux et réduisant la dépendance énergétique du pays. Autrefois, ce sont des investisseurs étrangers qui détenaient ce genre d'infrastructures stratégiques. Aujourd'hui, le capital est local et les bénéfices aussi. Et si le plus petit pourcentage était la graine d'une révolution mondiale? En Afrique, ce fameux 1% cesse d'être un symbole de faiblesse. Il devient le point de bascule, la première vague de capitalisation locale, où chaque décision d'investissement est prise, assumée et réinjectée par et pour des Africains. Ici, chaque franc, chaque euro, chaque dollar confié à ce système pulse dans l'économie réelle. Un investissement ne se dissout plus dans l'immensité du marché global. Il agit comme un levier, engendrant des emplois, des routes, des écoles, un impact visible à l'échelle d'une ville, voire d'un village. Pour illustrer, pensons à la Côte d'Ivoire, où le gouvernement a utilisé une partie des réserves nationales pour financer la construction de routes rurales et l'accès à l'eau potable dans des régions autrefois délaissées. Des milliers de familles voient désormais leur quotidien transformé par des investissements décidés à Abidjan et non à Washington ou à Londres. Ce 1% n'est qu'un commencement. Aucune révolution économique n'est jamais restée figée à une minorité aussi faible. L'histoire africaine attend son accélération, de 1% à 3%, puis 6% et bientôt 10%. Ce que l'on observe n'est que la première secousse d'une avalanche, portée par la jeunesse la plus dynamique du globe. Mais au-delà du capital, c'est la transformation psychologique qui bouleverse tout. Ce mouvement discret a fait tomber un mythe ancestral. L'Afrique n'attend plus l'aval de l'étranger. La confiance a changé de camp. Désormais, on bâtit, on possède, on façonne sa richesse sans demander la permission. Cette reprise en main, d'abord invisible, façonne la souveraineté économique du continent et insuffle à toute une génération la certitude que la réussite ne dépend plus d'un regard extérieur. L'enjeu est immense. Rater ce tournant, c'est laisser filer la chance d'un développement auto-entretenu, d'une épargne qui devient moteur local. Mais réussir, c'est ouvrir à ses enfants un avenir sans dépendance, forgé par la maîtrise et la dignité. Pourtant, chaque révolution attire ses résistances. Quels obstacles menacent cette dynamique et comment l'Afrique peut-elle franchir les ultimes barrières vers l'autonomie réelle? Les défis sont nombreux. La corruption, l'instabilité politique, le manque de confiance entre États et citoyens, la fuite des cerveaux, l'insuffisance d'infrastructures financières, tous ces écueils menacent la souveraineté retrouvée. Mais l'histoire regorge d'exemples de nations ayant surmonté des défis plus grands encore. Regardons la Corée du Sud dans les années 50. Ravagée par la guerre, elle ne possédait presque aucune ressource naturelle. Pourtant, grâce à une gestion rigoureuse de l'épargne nationale, à l'investissement dans l'éducation et à une stratégie industrielle audacieuse, elle a bâti une économie parmi les 10 premières mondiales. L'Afrique peut s'inspirer de ce modèle, utiliser chaque franc géré localement pour renforcer la productivité, la formation, la recherche et l'innovation. Pratiquement, plusieurs étapes sont nécessaires pour consolider cette dynamique. Premièrement, renforcer la gouvernance des fonds locaux, transparence, audit indépendant, implication de la société civile. Deuxièmement, développer des produits d'investissement adaptés aux réalités africaines pour canaliser l'épargne de la diaspora et des classes moyennes vers des projets structurants. Troisièmement, créer des plateformes régionales pour mutualiser les risques et encourager les investissements croisés entre pays d'Afrique. Un exemple concret, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, basée à Abidjan, permet à 8 pays d'Afrique de l'Ouest de mutualiser leurs marchés financiers et d'attirer les investisseurs locaux comme internationaux. Cette initiative, encore récente, montre qu'une coopération régionale intelligente peut démultiplier l'impact de chaque franc investi. En parallèle, il est crucial de miser sur le capital humain. Les jeunes Africains,
formés dans les meilleures universités du monde, rentrent désormais sur le continent avec des compétences pointues en finance, en technologie, en gestion. Leur mission? Inventer des modèles innovants adaptés aux spécificités africaines, loin des schémas imposés par l'étranger. De nombreuses startups africaines, comme Flutterwave au Nigeria ou Jumia, montrent déjà la voie. En levant des fonds localement et en attirant des investissements panafricains, elles prouvent qu'il est possible de bâtir des géants économiques sans dépendre des capitaux occidentaux. Quand une génération cesse de douter de sa propre valeur, le monde entier doit s'ajuster. Voilà la nouvelle réalité que l'Afrique impose, calmement mais fermement au reste de la planète. Sa plus grande victoire n'est pas seulement d'avoir retenu près de 1000 milliards de dollars d'actifs sur son sol, c'est d'avoir conquis une bonne fois pour toutes le droit d'affirmer sa propre légitimité économique. Trop longtemps, le doute a rongé les esprits africains. Pendant des siècles, la dépendance imposée, les récits défaitistes et les stéréotypes ont nourri l'idée que la richesse africaine devait forcément s'évaporer vers d'autres cieux. Mais aujourd'hui, la boucle est bouclée. Le capital n'est plus un mirage qui file vers des métropoles étrangères. Les décisions, les stratégies, les risques sont désormais pensés ici, assumés par des institutions africaines pour le bien des Africains. C'est un basculement psychologique d'une puissance rare. Là où l'on pensait qu'il fallait demander la validation extérieure avant d'agir, la confiance s'installe, solide, enracinée dans l'expérience d'une gestion souveraine. Il ne s'agit plus seulement de bilan ou de compte. Le vrai changement s'opère dans les consciences, dans le refus obstiné de s'auto-saboter par le doute. Car aujourd'hui, le risque n'est plus celui d'un manque de fonds ou de compétences. Le véritable danger serait de reculer, de laisser s'infiltrer à nouveau la peur de ne pas être à la hauteur. Mais cette peur a changé de camp. Elle a quitté les bureaux africains pour hanter ceux qui, hier encore, imposaient leurs règles. Affirmer la légitimité de la richesse africaine, c'est ouvrir la voie à une souveraineté durable. Cela veut dire que chaque décision financière, chaque euro, chaque franc, chaque naira ou chaque cedi investi localement devient un acte de confiance, un socle sur lequel les générations futures pourront bâtir. Désormais, ce n'est plus la richesse qui s'enfuit, mais la fierté qui s'enracine, transformant chaque succès en précédent, chaque avancée en habitude. En refusant de douter, les Africains font un choix irréversible, celui de ne plus jamais dépendre du regard des autres pour se donner le droit d'investir, de bâtir et de rêver. C'est cette transformation patiente, méthodique, presque silencieuse qui constitue la véritable révolution, une souveraineté psychologique qui interdit tout retour en arrière. Car une fois qu'un continent a goûté à la maîtrise de son propre destin, plus rien ne peut l'arrêter. La vraie victoire, c'est l'irréversibilité de cette confiance retrouvée. Institutions, entrepreneurs, citoyens savent désormais qu'ils peuvent, qu'ils doivent et qu'ils vont réussir. Et cette certitude est, plus que toute richesse matérielle, la force la plus redoutable qui soit. L'Afrique, forte de ses 1000 milliards de dollars gérés localement, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Un chapitre où chaque franc investi ici est une graine semée pour la prospérité, la dignité et la liberté. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité qui grandit, jour après jour, bâtie sur la confiance, la compétence et l'audace